Et l'homme est Didier Deschamps. C'est compliqué quand même dans le football français de trouver des gens qui disent du bien de lui. C'est un homme complexe. J'étais en colère contre l'équipe de France. Et toi, tu m'as appris à aimer de nouveau l'équipe de France. Quand on dit il est normal, oui, sauf qu'il est anormalement normal. Donc normalement anormal. Didier, il peut tout gagner sauf danse avec les stars. Il continue pareil. On sera très heureux. Il ne s'embarrasse pas du clinquant, du brillant, du superficiel. Il a une beauté paysanne, il a celle-ci vraiment. Si tu joues aux cartes avec lui, tu verras que la plupart du temps, il aura un meilleur jeu que toi. Si cette équipe devient championne du monde, et je ne sais pas par quel miracle c'est possible. Il ne faut pas qu'il y ait un millimètre entre ce que peut dire Didier et ce que je peux dire par rapport aux joueurs. Si vous avez un groupe avec Didier Deschamps, je peux vous dire qu'au moins vous en avez un. Hein. Et il marquait des buts de 30 mètres, là où nous, on était obligés d'être à 10 mètres du but pour marquer. Je peux mourir pour lui sur le terrain. Bien sûr, je peux tout faire. Il me dit d'aller au gardien de but, je vais gardien de but. Le problème, c'est que depuis qu'il est champion du monde, Didier Deschamps guérit les lépreux, quoi. C'est une histoire simple, mais belle. J'ai trouvé mon âme sœur. Voilà. La force collective, les gars, je vous en parle souvent. Vous êtes aussi fort que possible individuellement, mais cette force-là, ensemble, elle est capitale. Elle est capitale. Avec des caractères, des personnalités peut-être différentes, mais cette diversité, elle est importante aussi. Ça doit nous rendre plus forts. Et vous êtes là, il y en a qui n'y sont pas. Après, dans ceux qui sont là, il y en aura que 11 qui débuteront. Mais c'est une aventure humaine. Certains d'entre vous, 6, étaient à la Coupe du Monde en 2014, 9 à l'Euro. Donc ça fait 14 d'entre vous qui n'ont pas connu une grande compétition. Pour moi, c'était l'homme qui devait diriger l'équipe de France. Je me rappelle bien, surtout ce geste, souvent aux médias qui me le demandaient. Là, je suis certain que le maillot bleu va être bien défendu. Ce maillot, il est au-dessus de tout, il n'y a personne qui peut. Il appartient à personne, et pas à moi plus qu'à un autre. Mais attention, quand vous êtes là, chaque fois que vous venez, vous êtes des privilégiés. Quand on met le maillot de l'équipe de France, on sait que sur le terrain, il faut donner le maximum et vraiment rien lâcher et surtout pas prendre un match à la légère et y aller tranquille, ça il supporte pas. Lui, on peut mal jouer, on peut rater des passes. Par contre, au niveau de l'attitude sur le terrain, c'est quelque chose qui peut le mettre hors de lui si sur le terrain, on n'a pas la bonne attitude en fait. Du cœur, hein. Beaucoup de cœur. Je vous dirais même des couilles, les mecs. Chacun d'entre vous doit être prêt à laisser ses couilles pour le partenaire, sur le terrain. Tous, les 23, vous devez être dans cet état d'esprit-là. On donne rien et on ne lâche rien. Chaque ballon, bleu de chauffe, on l'a pas, c'est le problème de tout le monde. De tout le monde. Oh, Hugo Lloris qui se couche et qui vient sauver les Bleus. Moi, j'en revenais pas parce que je trouvais que l'équipe jouait tellement mal. Je trouvais que c'était tellement affreux tout ce qu'elle avait proposé dans les matchs de préparation et même dans le premier match contre l'Australie. Si cette équipe devient championne du monde, je ne sais pas par quel miracle c'est possible. Il s'est sorti avec Pavard. Facile ce geste technique, cette reprise de volée de Pavard. Je me rappelle très bien de mon premier match à la Coupe du Monde. Je m'y attendais pas du tout, même la plupart des gens ne s'y attendaient pas. Ah bon ? Il m'a dit ne te mets vraiment pas de pression, il faut que tu joues comme tu sais le faire, comme tu le fais depuis le début en sélection ou en club. Et voilà, et t'inquiète pas, je serai toujours là pour te défendre s'il se passe quoi que ce soit. Donc c'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs. Il m'a témoigné cette confiance dont j'avais besoin pour après passer un cap en équipe de France.
Je leur donne mon avis par rapport à ce que je ressens, ce que j'ai pu vivre. Mais c'est pas pour mon bien, c'est pour le bien de l'équipe, bien évidemment, mais c'est d'abord pour leur bien à eux. Mais je leur dirai, je continuerai de leur dire, même si ça leur fait pas toujours plaisir, mais je dois le faire. Les joueurs savent que en face d'eux, il y a quelqu'un qui a quand même été champion du monde et champion d'Europe en tant que joueur, plus la Champions League. Mais ça ne veut pas dire qu'il se sert de cette carrière de joueur. Il a quasiment jamais dit dans ses causeries, moi quand j'étais champion du monde, moi quand j'ai été champion d'Europe, moi quand j'ai gagné la Champions League avec Marseille, etc. Non, il n'utilise pas ça. Par contre, il se sert, lui, de ses expériences pour transmettre un certain message aux joueurs. On oublie que ça a été un très très bon joueur, mais je pense, sans avoir une grande qualité technique, il avait une grande intelligence de jeu. Le premier leader de l'équipe de France, aujourd'hui, c'est Didier Deschamps. Ah, bien joué ça, bien joué N'Golo Kanté, ce ballon. Et bien joué aussi celui-ci dans le dos. Oh, il ne l'emmènera pas et il n'y aura pas de pénalty. On va revoir ça. Là, oui. Là, il y a un petit postage là. De dire que l'arbitrage vidéo accorde un pénalty. C'est bon. C'est bon pour Griezmann et c'est bon pour les Bleus. Et ça fait 1-0 et on respire un tout petit peu mieux. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Giroud Pogba. Oh, but, c'est rentré. Ça fait 2-1. Donc l'Australie, je dirais, il a fait un peu l'équipe qui faisait plaisir aux gens. C'est-à-dire Griezmann, Dembélé, Mbappé et pas Giroud. C'était un petit peu, je dirais, la volonté de la majorité des gens qui suivaient l'équipe de France. L'équipe de France s'est totalement vautrée. À partir de là, il a eu son sauf-conduit pour dire maintenant je vais faire comme je veux. Je fais ce que je pense être bien. Si j'ai pas ce qu'il faut, je change pas pour faire plaisir le truc populaire ou pas populaire, comme si j'étais là pour prendre des décisions populaires. Je prends les décisions parce que je pense que c'est le mieux pour l'équipe de France. C'est le combat. La qualité, elle suffira pas, les mecs. C'est un combat. Là, on en a eu un. Et dans 5 jours, ça va être augmentation encore. Donc, dans tout ce qui est agressivité, on peut faire plus. On doit faire plus. Je dis pas qu'on n'en a pas mis, mais on doit en mettre plus. Après, nos qualités, cet esprit. Après. Et c'est dur, oui. Se faire mal. Très mal. On a fait une belle remise en cause un peu de tout ce qu'on avait fait. C'était important à ce moment-là de la compétition, après le premier match. Heureusement, on a gagné, donc on n'a pas eu de grosses conséquences, mais on n'était pas dans le bon état d'esprit sur une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde. Il m'a toujours dit qu'il ne voulait pas de quelqu'un qui dise oui à tout. Ce qui est important, c'est que entre quatre yeux ou dans le vestiaire, je lui dise les choses. Mais à un moment où la décision est prise, ce qui est encore plus important, c'est que ça devient une décision collective. Ça devient sa décision, mais aussi ma décision, même si j'avais des éléments contraires au départ. Et il ne faut pas qu'il y ait un millimètre entre ce que peut dire Didier et ce que je peux dire par rapport aux joueurs. Puis après, il y a eu le match contre le Pérou. Et là, on voit que Deschamps met en place une équipe qui ressemble fortement à celle de 98. Et là, je me souviens, j'ai dit, moi qui n'ai jamais cru, qui n'y crois pas encore beaucoup, je me dis que peut-être en jouant de cette façon, il n'est pas impossible qu'ils aillent au bout. Le contrôle et la parade d'Hugo Lloris face à Paulo Guerrero. Ils sont en danger, les Péruviens, ils sont en danger. Ils sont en danger. Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. 34e minute. La muraille péruvienne vient de craquer et les Bleus mènent à 0. Le premier but à 19 ans en Coupe du Monde pour Kylian Mbappé. Il arrive à toujours avoir le contrôle tout en laissant ses joueurs avoir une certaine liberté. Je pense que voilà, il n'est pas trop, entre guillemets, flic, pas trop cool, mais il est juste le juste milieu. Je pense que voilà, il sait quand il faut taper du poing sur la table, il sait quand il faut caresser son joueur, il sait quand il faut discuter avec son joueur, quand il faut lui faire comprendre des choses. Et je pense que
côtoyer une personne comme ça vous apprend énormément de choses. Ça vous fait grandir, bien sûr, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, parce qu'il a des valeurs et des principes qui laissent admiratif. Je crois qu'il est toujours disponible pour ses joueurs, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, si on a besoin de se confier, que ce soit sur le côté sportif, mais également sur le côté humain, dans la vie de tous les jours. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il demande des nouvelles de ma famille, de mes parents, de ma petite fille, de ma refa, ma chef, comme il l'appelle. Et c'est ce que j'adore en premier chez lui. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est parfois aussi un peu chambreur, ou qui rigole beaucoup, mais quand il faut être sérieux, voilà. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de sourire, c'est voilà, on va à la guerre. Ça fait des mois que vous pensez à ça, des semaines que vous vous préparez à ça pour avoir un tel match. Il est là devant nous. Et chaque ballon, des morts de fer, des affamés. Chaque ballon peut être décisif. Ça va être un combat dans la maîtrise, bien évidemment, mais les épaules, le corps, les bras, chaque ballon. On peut pas leur laisser quoi que ce soit. On relâche rien, du début à la fin. Nous allons aller chercher la qualification. C'est ça qui compte. Peu importe comment, mais il n'y a que ça qui compte. Équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Di Maria, en revanche, il peut frapper. En revanche, il peut frapper. André Di Maria et réussir cette magnifique frappe du pied gauche pour tromper Hugo Lloris. Et fort contre fort. Frappez les mecs, on a des situations à 20-25 mètres là. Putain, frappez, mettez une mine. Voilà, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas une occasion et ils marquent un but. Même si c'est une belle frappe, mais on est loin. On est loin. On ne sort pas. Moins le premier, celui qui est le plus près. Parce qu'on est sur notre côté droit, on est en surnombre aussi. On vient là à 3, mais il n'y a pas besoin d'être à 3 pour 1. Hein. Eh les mecs, c'est bien, on doit maintenir ça. Vous avez vu, à chaque fois qu'on peut, il y en a. Et on peut en avoir d'autres. On doit être prêt, hein. Mec, on lâche rien. Hein, c'est pas parce qu'ils ont mis ce but que ça change quoi que ce soit. Nos intentions restent les mêmes. En maîtrisant, mais on est là. Et on va leur faire mal encore. À chaque fois. Si on l'appelle, ils s'accrochent, ils font des fautes. Ils sont déjà 4 jaunes. Provoque. Banega frappé fort, Paul Pogba qui éloigne le danger, mais ça revient sur Léo Messi dans la surface de réparation. Allez, ça a été détourné. On était mené 2-1, je me sentais un peu fautif sur le deuxième but de l'Argentine, donc dans ma tête c'était clair, il fallait que je me rattrape. Il fallait que je fasse une passe décisive ou marquer. Oui, c'est passé dans le dos, le centre d'Oukas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match. Mettez une mine du pied gauche, du pied droit, elle est déviée. Elle va petit filer. Frappez là, frappez. Le Lucas, il déborde. Le ballon est venu. C'est un geste que j'aime bien. Là, ça m'a réussi, ça a réussi à l'équipe et tant mieux. Qui centre bien, ça a été contre le moment. Mbappé qui accélère et qui lâche ce ballon entre les jambes.
Zidane sur l'appui, c'était bien joué avec Giroud. Oh, Non, Sylvain, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. Ça n'a pas été simple, et surtout quand on était mené 2-1, mais on leur a fait mal, très mal. Faut savourer, il n'y a pas toujours des moments heureux, que ce soit pour l'un, pour l'autre. Je ne sais pas si, moi je m'en bats les nouilles même. Je ne sais pas si vous regardez à l'extérieur, c'est beaucoup négatif apparemment. C'est ici le plus important ce qui passe. C'est dans le groupe, et à partir du moment où vous êtes positif et allez chercher, voilà, on va tous les niquer de toute façon. Son sang est presque bleu-blanc-rouge. Tout ce qui peut faire vaciller l'équipe de France, ça le touche directement au plus profond de lui. Et ça, il ne le supporte pas, il ne l'accepte pas. C'est un défenseur, un ardent protecteur de cette équipe de France. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est le groupe. Et là-dessus, il est impeccable. Il sait comment créer l'alchimie. Il observe, il regarde les personnalités humaines et il sait comment faire en sorte que les gens vont s'entendre pendant 1 mois ou 2 mois. Rami, tes supporters sont là. Adil, Rami, tes supporters sont là. On est en présence d'un cas exceptionnel, une alarme en pleine nuit, avec utilisation de l'extincteur, et après une victoire, et avant un grand match, après les 8e et avant les quarts. Cette bêtise-là a réveillé dirigeants de la Fédé, a réveillé le staff, a réveillé également. On a fait déplacer des pompiers pour une fausse alerte. Voilà, donc ça, c'est pas. Ça, là-dessus, c'est de la bêtise. Alors là, je me chie dessus. Quand je vois le coach arriver à 3h du matin avec son téléphone dans la main comme ça, je dis, les gars, on est morts. Puis c'était quoi, 150 mètres? Je les voyais tous groupés, puis je les entendais, c'était pas très discret. J'ai entendu un moment, on est tous ensemble, hein, c'est tout le monde, il n'y en a pas un plus que l'autre. Et puis voilà, j'étais quand même remonté, et puis je marchais, et puis je me suis dit, bon, essaye de te souvenir si t'es pas arrivé dans ta première vie de joueur d'avoir connu une situation un peu similaire. J'ai cette image où il marchait, il y avait un petit chemin. Donc il marchait, il se rapprochait, il repartait, il revenait. Je pense qu'il a certainement cogité et il a réfléchi avant d'acter, de prendre une décision. Mais après, il est arrivé devant nous, nous a regardé, et il n'a pas dit un mot. Quand il n'a pas dit un mot, je me suis dit, putain, ce coach, il est vraiment fort. Il n'a pas parlé avec sa bouche, il a parlé avec son regard. Et ça a suffi. Et au lendemain, Adil, il est arrivé au petit déjeuner, il s'est excusé et tout. Et le seul truc que le coach il a dit, il a sorti une blague. Mais c'est aussi passé parce qu'on a gagné le match. Et les deux. Je sais pas ce qu'ils ont ressenti. Moi, je les ai regardés, ils étaient tous ensemble, de les voir tous comme ça, solidaires, unis, même dans la connerie. Mais Guy dit une chose importante. Là, on en rigole, c'est la littérature. On perd le match d'après contre l'Uruguay. C'est bras-le-bas de combat de nouveau. C'est ça. Après, c'est pour ça qu'on dit le résultat. Mais oui, le résultat, il gomme beaucoup de choses. Beaucoup. Vous savez, on a un âge où c'est pas évident de coacher, de manager des jeunes. Parce que ça va très vite. Les générations ne sont plus pareilles. Je trouve que Didier et son staff sont bien adaptés. Voilà un clown. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un clown. Il y a 14 ans d'écart entre le plus jeune et le plus âgé. Ceux qui ont 19, 20, 21 ans, c'est la génération Z, c'est la génération qui est connectée, c'est la génération qui a beaucoup de créativité, c'est une génération qui zappe beaucoup. Et zapper beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on leur fait des causeries, il ne faut pas que ça dure une demi-heure, sinon ils ne suivent plus. Quand on leur fait des vidéos, c'est la même chose. Donc il faut être très, très précis, très synthétique avec eux. L'utilisation qu'ils ont fait des réseaux sociaux pendant la Coupe du Monde était parfaite parce qu'elle donnait une super image de l'équipe de France, une super image de son entente. Elle donnait une image drôle.
et un peu enfantine. Et ça, je pense que ça a énormément fait pour le climat de sympathie autour de l'équipe de France. Maintenant, s'ils avaient été battus en 8e de finale par Argentine, tout le monde les aurait défoncés en disant « bah oui, plutôt que de faire les marioles sur les réseaux sociaux, vous auriez mieux fait de gagner des matchs ». Il faut s'adapter à l'environnement, aux personnes qu'on a en face de nous. C'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes centres d'intérêt, c'est pas les mêmes codes. Ils veulent tout de suite. Ils arrivent à 18 ans, je vais te prendre ta place. Ils pensent sincèrement et ils vont tout faire pour y arriver. Mais c'est une force. Ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. Il y a plein de duels. Ok, il y a des fautes, elles sont pas sifflées. C'est quand même prévu aussi. Ils servent des bras et encore des fois quand c'est des fautes pour nous, ils les donnent à eux. On s'énerve pas, mais quand la balle est en l'air, un qui doit au moins sauter. Normalement, le mec, il est tranquille. 2, décrochage. Olive, arrête de jouer le mec. Tu joues le mec. Venez. Antoine aussi, certaines fois. Venez quand vous venez, parce qu'eux, ils viennent comme des avions. Venez au ballon. On a besoin de ça pour pouvoir là la garder et ressortir. C'est combat, les mecs, hein. C'était prévu, on y est. Ils vont en remettre encore, hein. Maîtrise, on s'énerve pas. Ça pousse, ils arrivent en retard. Suarez, là-bas, il te cartonne. Rien du tout. Bon, ça sert à rien, faites pas de geste à l'arbitre. Surtout pas. Mais vous pouvez lui parler. Avec Paul Pogba qui enchaîne les grandes enjambées. Et qui va faire le bon choix avec Tolisso. Griezmann frappe. Frappe de Griezmann. Oh, l'erreur de Fernando Muslera. L'immense erreur. Une embrouille comme il arrive souvent dans les matchs de foot, encore plus dans les matchs de Coupe du Monde. C'est des matchs à haute tension. Et il m'a dit que voilà, que j'avais pas à faire ça, que même si j'étais pas en tort, il fallait que je reste calme, que voilà, il y avait tout un pays derrière nous et qu'il fallait pas pour une bêtise que voilà, je sois pénalisé pour la suite et que je pénalise l'équipe. Il martyrise ses adversaires de par son jeu. Si en plus il rajoute des trucs, je lui ai déjà dit, il faut pas humilier. Ça fait trop mal. Déjà, ils se sentent déjà tout petits de par ce qu'il fait naturellement. Là, si tu rajoutes, en plus, c'est une fin de match où on gagne, il y a des trentenaires passés. Pour eux, ils savent que dans 4 ans, ils sont pas là. Le risque qu'ils se fassent en plus découper, et puis ça peut s'arrêter pour lui là. Quand tu es joueur et que tu as un coach comme ça, tu te sens bien et tu as envie de tout donner sur le terrain pour un mec comme ça. C'est quelqu'un qui est protecteur. Je pense qu'en tant que coach ou sélectionneur, il a une relation particulière avec ses joueurs. On va dire comme un papa. Voilà, tu regardes ton père, on va dire ça. T'as tellement de respect, t'as du respect et t'écoutes ses conseils. T'es toujours à l'écoute. En gros, c'est ça. On va dire qu'il m'a fait devenir un peu plus un homme. Eh les gars, on regrette pas, on continue, on se bat et on va aller en finale les gars. Et on veut chercher cette putain de coupe, on va la chercher. Et on lâche pas, tous ensemble les gars, tous déter, on a fait 3 longs chemins pour partir aujourd'hui. Déter, tous ensemble les gars, tous ensemble. Il en suffira d'une, il en suffira d'une avec Samuel Umtiti à la tête. La France mène à 0. Et c'est
cette frappe, repoussée la tentative d'Axel Witsel, repoussée encore une fois par l'infranchissable pour l'instant Hugo Lloris. Pogba, allez, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Oui, Tolisso. Oh, la parade de Courtois, il y aura un corner. Oh là là, quelle occasion encore là pour les Bleus. Ouais, mais c'est fini. C'est fini. Reste 30 secondes là. C'est différent. Il suffit cette différence. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Je crois qu'on a touché le plus beau de ce que l'on pouvait toucher et espérer, c'est de pouvoir vivre pendant 55 jours avec des joueurs qui se sont entraidés, avec des joueurs qui ont communiqué et communié en permanence ensemble. Il n'y avait pas de trentenaires, il n'y avait pas de jeunes de moins de 20 ans, il y avait un groupe. Les titulaires, les remplaçants, ceux qui n'ont pas joué une seule minute dans la Coupe du Monde, ils étaient tous concernés, ils étaient tous intégrés dans l'équipe et ça, c'est grâce au coach. J'aime cette relation humaine. Je m'en suis privé, je dirais. Pas privé, je ne sais pas si c'est le mot. Éloigné à un moment par un côté de pudeur, un côté de protection aussi. Les joueurs aussi ont senti que j'étais peut-être plus démonstratif, mais je suis comme ça, je le faisais pas avant. Peut-être que cette génération-là en a plus besoin aussi. Je me suis adapté, j'ai pas surjoué, j'ai pas dû, ça m'a pas coûté quoi que ce soit. C'était quelque chose de très naturel et pas du tout forcé ou surjoué. Il y a vraiment chez les joueurs un profond respect pour l'homme de terrain qui l'est, mais pour l'homme. Ils ont face à eux quelqu'un qui fait tout pour les comprendre, fait tout pour les accompagner, fait tout pour les aider le mieux possible. Et puis forcément, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui inspire de par toutes ces valeurs-là. Au retour de ce voyage-là en Russie, j'étais tellement ému, moi, que d'avoir vécu ça, je me sentais tellement chanceux que j'ai écrit une chanson que j'envoie à sa femme. Et puis Didier il m'envoie un message 2 jours après, me disant que il a été très touché d'entendre cette chanson et qu'il l'écoute et qu'il va l'écouter pendant la Coupe du Monde, que ça va lui donner de la force. Ça faisait « Il y a des jours immenses qui font aimer la vie. Il y a des jours immenses où l'on veut dire merci. » Donc c'était un merci, quoi. Il m'a dit qu'il avait écouté cette chanson avant chaque match et qu'en fait, il a un côté, peut-être d'autres personnes qui connaissent mieux peuvent confirmer, il paraît qu'il est assez superstitieux. Il a des petits gris-gris. Je regarde toujours où je suis placée dans la tribune en général, où il repère la veille, où il voit à peu près... Je sais où tu es. Il y a du monde, je ne suis pas très grande, mais normalement il me voit quand même. Et je précise qu'avant la finale de l'Euro, il m'a pas vue. Ouais. De là à dire que c'est de sa faute. Non. Bon, après, je ne veux pas dire il n'y a pas de cause. Et quand même un peu. Il me l'a quand même dit. Donc, j'avais intérêt d'être là pour la finale et au moment. Ce petit brin de réussite qui fait la différence qu'on appelle la chatte, oui, je pense qu'on peut l'appeler aussi la patte. Lui, il dit qu'il a toujours une bonne étoile. On est bien obligé de constater que c'est vrai. Mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Il a peut-être cette faculté à faire passer l'idée aux joueurs que tout est possible et que ça va toujours tomber de notre côté. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. À la limite, sa chance, c'est peut-être d'être toujours là au bon moment. Ça, oui, on peut se dire, ouais, il est toujours là au bon moment. Il est là quand Marseille gagne, il est là quand l'équipe de France gagne, il est là quand il y a des très bons joueurs en équipe de France et qu'il est sélectionneur. Et puis en même temps, après, on peut renverser la perspective et se dire, mais s'il n'est pas là, est-ce que les choses se passent de la même manière? Un grand coup de chapeau à tous, sincèrement. Vous avez été la chercher, ça a été dur, mais vous la méritez, les mecs. Sincèrement, vous la méritez. Profitez, il y a les familles, copains, amis, ce soir, profitez de ces moments-là. Copines aussi, pourquoi pas. Et puis n'oubliez pas, il y en a encore un à niquer. Là, c'était vraiment notre moment, on allait être sur le terrain. Ça allait être nous sur le terrain et il a vu le groupe qu'on avait. Et voilà, les joueurs, ils pouvaient parler sans qu'ils
sans qu'ils disent un mot. Tout le monde était réuni, on était vraiment une famille, tous ensemble. Je veux que ce soir, les gars, je veux que ce soir, on soit dans la mémoire de tous les Français qui sont en train de nous regarder. Leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants encore. Aujourd'hui, il y a 90 minutes pour rentrer dans l'histoire. À vie. À vie, les gars. Donc maintenant, je vous regarde, je veux pas crier, je veux qu'on rentre sur le terrain, des guerriers, des leaders, et tous, après, je veux voir des larmes de joie. Pas des larmes, pas de tristesse, des larmes de joie sur le terrain, en train de s'embrasser, les gars, ok? Encore une fois, sur un coup de pied arrêté, après un peu moins de 19 minutes, sur leur premier coup de pied arrêté. Les Bleus mènent à 0. Mais moi, je vis un match sans pratiquement le regarder. C'est terrible. J'aimerais revivre la Coupe du Monde, j'aimerais revivre en étant détendu. Mais moi, voilà, on prend un but, je peux penser à tout ce qui va arriver derrière. Et voilà, et après, je suis pas sereine devant un match, jamais. La Claude, ma femme, elle est en transe pour les matchs, pire que moi. Et à la 38e minute d'une première période qui a été étouffante, compliquée. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. Positif, la prochaine action, c'est la bonne. On arrive à avoir la prochaine action, c'est Allez, débrouille-toi. C'est un bon ballon, ça. Allez, débrouille-toi. Et tu peux le faire très bien face à Strinic, Kylian Mbappé. Sans Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, Kylian Mbappé face à Vida. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'est formidable. Enfin, au niveau du jeu, les gens qui aiment le football, on ne peut pas dire qu'on s'est régalé. J'ai revu 3 fois la finale contre la Croatie. Menteur. Au bout de 3 fois, j'ai toujours la même analyse de ce match. C'est un miracle. L'équipe de France tape 3 fois au but, elle marque 4 buts. C'est du jamais vu. Au final de la Coupe du Monde, c'est du jamais vu. 4 buts en finale, c'est pas arrivé. Après qu'on ait eu, bientôt on a eu 0 occasion, on marque 4 buts. Voilà, on a fait une première mi-temps où j'étais pas satisfait. On est quand même heureux de mener à la mi-temps parce qu'on lâchait pas complètement les chevaux. Voilà, mais après, qu'on puisse dire ce qu'on veut, qu'on n'était pas spectaculaire, on a été d'une efficacité redoutable. Quand on s'est retrouvés tous les trois à la fin sur le terrain, si tu veux, et on s'est serrés tous les trois dans les bras. Je sais qu'on l'a beaucoup accompagné, il y a eu des moments difficiles, et c'était en sorte la consécration qui voulait dire voilà ce qu'on attendait, et maintenant on y est arrivé, et c'est notre victoire à nous, c'est ça qui est assez fort, quoi. Les amours, bravo, je vais pas te faire pleurer, mais... Quand on peut partager des moments de bonheur, c'est ma réussite, mais c'est leur réussite aussi. Si on fait tout ça, c'est pour connaître ces moments-là. Donc voilà, ils sont champions du monde eux aussi. Il doit y avoir une accumulation d'événements dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la maturation, dans l'expérience, qui ont fabriqué chez lui une très grande capacité de jugement. Ce qui émane de lui essentiellement, c'est une immense volonté.
On a l'impression qu'il pourrait traverser le feu, le mec. L'Euro 2016, ça a été une défaite, tu vois, même si on a été loin, ça a été une défaite, mais c'est dans cette défaite-là, je pense qu'on a construit la victoire qu'il y a eu en 2018. Et je pense qu'on n'aurait pas gagné cette Coupe du Monde si on n'avait pas perdu cet Euro. Ça nous a servi beaucoup, je pense. Mais on reste toujours marqué en bien et en mal parce que ce qu'on a vécu, quoi. Forcément. Il y a des matchs où, oui, l'équipe de France a eu énormément de chance. La demi-finale contre l'Allemagne à l'Euro 2016, tu prends une leçon de football. Parce que quand je dis ça, je incite les gens à revoir les matchs. Contre les Allemands, on ne voit pas la balle. Hector, c'est lui qui avait débloqué le match contre l'Italie. Jonas Hector, réussissant le dernier tir au but qui a qualifié l'équipe d'Allemagne en quart de finale. Toni Kroos, oh, c'est dangereux quand il trouve Özil. Avec la reprise de Chan et la parade, cette fois-ci il a dû intervenir, c'était pas terminé de Goloris. Avec une nouvelle frappe, ouais, il faut qu'il s'en sorte là les Bleus, il faut qu'il se donne de l'air. Loris, je crois qu'il est 9 sur 10 dans l'équipe, il fait un match de fou. On marque un péno sur une main foireuse, un autre but sur un ballon mal renvoyé. Ouais. C'est une main de Schweinsteiger, on va voir ce qui se passe là devant Evra. Ouais, oui, il défend avec la main, oui, il le touche, mais on pourra considérer ça comme très très sévère. Antoine Griezmann face au meilleur gardien du monde, juste avant la pause, pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. C'était un penalty sans doute très très généreux de la part de Monsieur Rizzoli. C'est bien ce pressing qui a été fait par les Français. Paul Pogba dans la surface de réparation, ça a été récupéré face à Mustafi. Alors essayez de se retourner, essayez de faire la différence, essayez de chercher une tête ou un pied dans cette surface. Neuer, Griezmann, Et là où je me suis dit, et comme quoi il y a toujours un contre-exemple, je me suis dit, bon là, Deschamps, il est au sommet de son pot, c'est quand Ronaldo se pète au bout d'un quart d'heure de jeu en finale de l'Euro. Je me dis, alors là, bon, si on joue le Portugal en finale et que Ronaldo se pète au bout d'un quart d'heure, c'est fini. Il ne peut plus jamais rien nous arriver. Puis finalement, arriver, si, quoi. L'histoire d'une finale bascule souvent sur des détails. Quelques secondes en apnée, quelques centimètres du bon ou du mauvais côté. La défense portugaise est solide. Et les Bleus, pour la première fois du tournoi, n'y arrivent pas. Il manque toujours ces quelques centimètres qui auraient pu tout changer. Comme sur cette frappe d'André-Pierre Gignac à la 92e minute. Ce match-là, on peut le rejouer 10 fois, on va le gagner peut-être 9 fois. Ce jour-là, c'est comme ça joue à peu de choses. Après, on peut argumenter, dire évidemment, il y a des facteurs qui ont fait que on n'était pas dans les meilleures conditions. Mais même en faisant le même match, ça suffisait pour le gagner. Donc après, il y a le temps de récupération. On a eu un jour de moins. Forcément, on va dire, ouais, 3 ou 4 jours, celui qui n'a jamais joué au football, c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. La réussite, c'est la rencontre avec évidemment de la chance, mais aussi du talent et des opportunités. Si tu refais une rétrospective et tu regardes tout ce qu'il a pu gagner comme ça, tu as évidemment des moments où un poteau rentrant ou sortant aurait pu changer l'issue. Mais bon, après, je veux dire, quand tu répètes sur le long terme de la réussite, la chance a peu de place, quoi. C'est terminé, le Portugal est champion d'Europe. Le premier grand titre pour la Célestin. Le Portugal s'impose 1-0 ici à Saint-Denis au Stade de France. Le Portugal n'y était pas parvenu à domicile en 2004. C'est presque à domicile dans le pays ami, dans le pays voisin que le Portugal s'impose 1-0 à but d'Eder. C'est cruel parfois, c'est comme ça, il faut l'accepter. Quand ça sourit pas, on a passé plus de 50 jours ensemble, on a souffert ensemble, on a perdu ensemble. Je vais dire merci à tous. Obligé de positiver dans un moment où il y a tout qui est négatif. En tant que joueur, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce qu'on n'a pas raté l'opportunité de notre carrière en bleu ? C'est tellement difficile le très haut niveau, c'est tellement difficile de se rapprocher du sacre que lorsque tu as l'opportunité et que malheureusement ça te fuit pour quelques centimètres, tu te demandes si l'occasion va se représenter, mais
Voilà, avec son expérience, son recul, il a su transmettre son calme, sa sérénité et nous remettre sur de bons rails pour aller chercher le titre mondial. C'est une blessure, c'est une plaie qui a été refermée parce qu'elle a été le titre de champion du monde. Mais normalement, dans l'esprit, moi je pense, mais il doit y avoir champion d'Europe, champion du monde. Voilà. Pour que le plaisir il soit total, il peut être total qu'à travers la victoire. Quand tu es au haut niveau, on a fait un bon match, on a perdu, j'ai rien à faire. Ah oui, un match, c'est une défaite encourageante. Celle-là, elle est bonne, celle-là. Mais défaite encourageante, on l'entend des fois encore. Quoi. Non, mais... Didier, c'est quelqu'un qui s'il avait pu, aurait barré le mot défaite du vocabulaire français, en tout cas du sien. Il déteste la défaite. Il a participé au jeu une fois, jeu réduit sur le terrain. Tu t'en rappelles encore, hein? On sentait qu'il avait cet état d'esprit de gagneur, accrocheur encore. Moi, j'étais contre lui, donc il m'a mis quelques coups. Voilà, il voulait gagner et il était content à la fin d'avoir gagné. Donc ça démontre bien sa mentalité. C'est un gagneur, Didier. Didier, vous jouez aux cartes, tu veux gagner. Vous jouez au paddle, tu veux gagner. C'est en lui. C'est comme ça, c'est Did. C'est quelqu'un qui, quand il s'énerve, il peut casser 2 raquettes dans un match. Au moins maintenant. Ouais, mais après, ça monte, Didier, ça redescend de suite, c'est rigolo. Ma mère lui disait tout le temps, si tu veux, on joue au baby-foot ensemble, et elle lui dit, mais laisse-le gagner. Parce que moi, je pleurais quand je perdais. Et il lui dit, non, c'est comme ça qu'il apprendra. Moi, Dylan, pourquoi le laisser gagner? Il n'y a rien qui... pourquoi faire semblant? Pour faire plaisir? On est dans du jeu, de l'amusement, mais j'ai dû exagérer par moments. Quelle bande de fades. On dira qu'il n'y a pas eu petit pont. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt un chambreur. Donc il faut se mettre au niveau. Il faut pas le laisser trop chambrer, il faut pas le laisser trop faire non plus, qu'il soit pas trop à l'aise. Donc il faut un peu de répartie quand même avec Didier. Il faut le challenger. Mais il aime bien ça. Je le vanne sur ses cheveux. Je lui dis à la base c'était censé être poivre et sel, mais ça manque un petit peu de poivre en ce moment. Des fois il pensait qu'il était plus technique que moi. Non, mais ça, c'est une réalité base. J'ai dit, tu as autant les pieds carrés que moi, tu me chies. Non, t'as gardé la boîte aux chaussures, toi. J'aime bien le taquiner, lui tenter des petits points à l'entraînement. Et il me dit souvent, tu sais, le dernier qui a tenté ça où il est, en chaise roulante, et il rigole comme ça. Il a des phrases comme ça. C'est comme je vais essayer, t'essayes pas. Tu fais tout pour y arriver. Quand j'entends un joueur, oui, on va essayer de... Non, t'essayes pas. Le haut niveau, t'essayes pas. Tu fais tout pour y arriver. Tu y arrives pas. Mais essayer, c'est le dimanche matin. Pas eux, ils essayent pas. On est dans l'obligation de résultat, dans l'obligation de gagner, dans l'obligation de mettre du style dans notre jeu. On est jugé dans les moindres détails et toujours cette motivation de gagner, parce que c'est ce qui le motive au quotidien, c'est de gagner, et là, plus précisément avec le maillot des Bleus. Tout ce qu'il entreprenait, il fallait qu'il gagne. Il était un peu hargneux, Tignouz, hier. Hargneux, qu'il gagne. Voilà. Il n'était pas commode, à la limite. Coléreux. J'étais un enfant coléreux. Oui, parce que j'avais mes cousins qui étaient un peu plus âgés, mon frère aussi, bien sûr, 3 ans de plus, mais mes cousins, ils me titillaient souvent, ils me poussaient à bout, je me mettais dans des colères de rage, c'était... Ouais. En fin de séance d'entraînement, je leur faisais faire un petit match. Donc là, déjà, on s'apercevait du caractère de Didier. Et c'est vrai que, déjà, par sa taille, sa morphologie et tout ça, il était différent de ceux de 11 ans. Très très grand, il était adulte. Il était à la même taille qu'aujourd'hui, en fait. Et avec des poils, la différence par rapport aux autres, c'est qu'il était déjà barbu. Donc je crois que certains entraîneurs cherchaient à vérifier sa carte d'identité si vraiment il avait l'âge qu'il disait. Bon, après, on m'a mis sous un tonneau. J'ai beaucoup moins grandi, mais j'étais développé très tôt. Et j'avais même, moi... J'étais mieux à jouer avec ceux plus âgés que moi, parce que ceux de mon âge, j'avais peur de leur faire mal, parce qu'ils étaient plus petits, moins musclés. Mais le regard des autres et les interrogations, oui, on a dû me prendre pour un présumé né, oui. Il faut vous dire aussi que dans la saison,
il a marqué, à lui tout seul, il a marqué 52 buts. Et pour une petite anecdote, on va jouer à Saint-Jean-de-Luz, et il y a un coup franc à peu près 23-24 mètres. Il pose son ballon, et il tire le coup franc. Le gardien de Saint-Jean-de-Luz se détend sur sa droite, et il y a le poteau, il y a la main du gardien, le ballon tape juste à l'avant-bras. Mais il lui a cassé l'avant-bras. Ouais. Il était malade, Didier. À la mi-temps, il ne voulait plus rejouer. Il a dit, j'ai fait mal, j'ai le truc. Il en était malade. Je me rappelle une anecdote, il était tellement à Saint-Pierre-des-Rues, on jouait, il avait 13 ans et demi. Je l'avais amené jouer avec moi, il manquait un coéquipier. Je l'avais pris jouer avec moi et on avait perdu de 2 ou 3 points, il avait pleuré. Ça m'avait fait mal au cœur. Tellement que... Et oui, ça il va se rappeler. Pleurer pour perdre. Non. Si, ça a dû arriver. Donné David Ginola peut centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Penef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. Désastre. Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. C'est la mise à mort. Kostadinov, c'est la fin pour l'équipe de France. Qui hélas n'ira pas aux États-Unis l'été prochain. Cette image de Didier Deschamps est terrible. Oui, évidemment, aucun joueur ne veut réagir. Quand je l'ai vu arriver au vestiaire, il était dévasté après le match, quoi. Il est comme tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que ça a été très difficile à vivre. Après, on a enchaîné, heureusement, derrière. Mais voilà, je pense que cette période-là, il ne l'a jamais oubliée. Il pleurait vraiment comme tout le monde. Mais Didier, je pense que ça l'a marqué, ça l'a suivi pendant longtemps. Waouh. C'est une cicatrice douloureuse, ça. Hein. Didier l'a traversé certainement comme tout le monde avec beaucoup de tristesse, de peine. Les garçons qui ont vécu ce match-là, cette période-là, on en fait partie. N'ont plus voulu la revivre. Et on a essayé de s'efforcer de ne plus la revivre. Et on y est pas mal arrivé, je trouve. Voilà. Ouais. Vous savez, quand vous avez eu très mal, vous ne voulez plus avoir mal et vous faites tout pour plus avoir mal. C'est une cicatrice. Les cicatrices, elles font pas mal. C'est cicatrisé. Mais c'est une marque. Ça reste. Ça fait partie de notre histoire. On est en train d'installer des tables avec le champagne pour fêter la qualification, mais on n'est peut-être toujours pas qualifié, quoi. Donc, voilà. Mais un ensemble de choses voilà, qui me dresse les poils un peu. On n'a pas à respecter. Quand tu respectes pas le jeu, ping, au niveau, il te le fait payer. Et heureusement d'ailleurs. Mais on l'a payé au prix cher. Mais comme Lolo, Marcel, on était Bernard Lama, on était quelques-uns. Pas beaucoup, il y avait Manu Petit, je pense on était 5-6 à avoir survécu à cette période-là pour transformer, comme le dit de Lolo. On a réussi pas trop mal quand même à rebondir. Ce match, il est pour vous. C'est votre match, vous l'avez mérité. Ça fait pour certains 4 ans que nous sommes ensemble. Pour d'autres, un peu moins de temps. Je pense que c'est l'aboutissement de tout un travail énorme qui a été fait. Le moment est venu d'aujourd'hui de faire un grand truc. Et on fera un grand truc tous ensemble. Les 22, ici, présents, qui ont soutenu l'équipe pour ceux qui n'ont pas bien joué, ceux qui ont eu la chance d'évoluer avec beaucoup plus de présence, eh bien, ils doivent, je dirais, vis-à-vis de leurs collègues, avoir une petite pensée de chance, de chance. Et alors, ne la manquez pas. On se prépare tranquillement pour pouvoir faire un peu de nation. Je n'étais pas préparé à subir, je dirais, cette méchanceté et ce cynisme. Et je le ressentais très mal au départ. Je disais, mais pourquoi ? Parce que je suis un petit ouvrier du coin qui est en train de pas mal réussir, qui est en train de faire passer certaines idées. Alors, pourquoi ? Alors, je me disais, peut-être que tu n'es pas très bon. Alors, je m'appliquais.
J'expliquais, je prenais du temps. Et puis les critiques étaient toujours pareilles. Alors je me suis dit, on va faire avec et sans ces gens-là. Je les ai complètement éliminés. Ah, il a été marqué à vie, même si derrière il y a eu la victoire et le succès, parce que ça dépasse le domaine de son rôle, c'est-à-dire sélectionneur. Là, c'était humainement, on l'a attaqué humainement, et bon, évidemment, pour en avoir parlé avec Aimé, les gens, sa famille, ses enfants, c'est extrêmement violent. Puis tout ce qui était écrit, pour nous, et on en parlait entre nous, les joueurs, nous, le dialogue qu'il avait avec nous en interne, c'était clair et net. Hein. On savait où on allait, ce qu'il voulait faire. Après, j'avais une relation privilégiée avec lui, puisqu'il avait fait de moi son capitaine avant l'Euro 96 en Angleterre, et puis après j'ai continué, donc puis j'étais aussi là pour lui remonter les informations par rapport au groupe, quoi. On est serein, tranquille, on est conscient qu'on a quelque chose d'extraordinaire à faire demain. On a une chance unique d'être champion du monde, on a la plus forte équipe du monde en face de nous, mais bon, on est bien concentré sur notre sujet, on va rentrer encore un peu plus dans cette concentration aujourd'hui et demain pour tout donner tous ensemble, pour que l'on n'ait pas de regrets et que l'on essaye de décrocher ce titre suprême. En 98, il était capitaine de cette équipe de France. Il avait déjà la même aisance. C'est le seul joueur en 30 ans de carrière qui m'ait dit « Philippe, je vais aller en conférence de presse aujourd'hui, j'ai des choses à dire ». Il trouvait que le public de la Coupe du Monde, dans la première, les matchs de poule, les huitièmes de finale, c'était un peu mou du genou. Et il est allé pousser son petit coup de gueule contre l'attitude un peu trop prudente et réservée des spectateurs. Et le public, vous l'entendez, qui a bien compris l'appel de Didier Deschamps, qui pousse les Bleus. Ce qui était incroyable, c'est qu'il donnait le ballon toujours dans le tempo du jeu. C'est ça sa grande force, c'est qu'il y a un passage du ballon de Deschamps à Zidane ou Deschamps à Djorkaeff se faisait en 3 secondes. Wow. Et ces 3 secondes-là permettaient à l'équipe d'aller de l'avant. Le premier ballon et le premier bon contrôle, et à nouveau Didier Deschamps qui a, dans ce début de rencontre, au bout de presque un beau quart d'heure, un petit quart d'heure, a récupéré beaucoup de ballons. C'est vraiment quelqu'un qui avait une importance incroyable sur le terrain. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer et observer aussi comment l'équipe jouait et observer aussi comment l'adversaire évoluait. Et en règle générale, c'est extrêmement compliqué. Il faut revenir dans le champ de jeu, ils sont en supériorité et pas de faute. Deschamps. Ah oui. Crochet. Oula, Deschamps, c'est historique ce qu'il nous fait. Hein. Faute sur Djorkaeff. Et premier carton jaune de la partie pour Junior Baiano. Alors que Didier Deschamps fait un début de match tonitruant. Ah, tonitruant. Tant au niveau de la récupération que de la remontée du ballon. À qualité égale, parce qu'on est dans le haut niveau, la même force. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le mental et la force collective. Alors ça semble des banalités, du basique. Elle sera toujours plus forte que la force individuelle. Même si je sais très bien, en étant dans un sport collectif, c'est le talent individuel qui fait la différence. Mais ces joueurs-là qui ont le talent individuel, c'est eux avec les autres. Et c'est pas les autres avec eux. Dans un collectif, il faut qu'il ait de l'importance. Et c'est tant mieux, parce que combien de fois, quand vous êtes dans un collectif, il manque de personnalité. Il manque des gens qui ont de la personnalité, il manque des gens qui ont du leadership. Souvent, les entraîneurs disent « il me manque de caractère dans ce groupe-là ». Si vous avez un groupe avec Didier Deschamps, je peux vous dire qu'au moins vous en avez un. Hein. J'avais 2 ans, donc c'était il y a longtemps, mais c'est vrai que j'ai revu des images et c'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'agressivité, qui n'avait pas peur, qui ne se cachait pas et voilà, qui avait toujours la grinta et qui motivait toute l'équipe. Ça en fallait de peu, oui. Rivaldo. Reprise avec Carambeu et faute de Deschamps, je crois qu'il va l'avoir. Oui, il sera suspendu le prochain match. Oui, il sera suspendu le prochain match. Officiel. Parce qu'il y a le match contre l'Autriche, ça serait bien, le 19 août, mais ça sera contre l'Islande le 5 septembre. Leonardo. Oui, bien pris.
Là, il m'avait massacré. Il y a 3 hors-jeu. Il m'a fait Dunga. Il y avait hors-jeu Il m'a derrière. ouvert en 2. Deschamps est au sol. Ouais. Pourvu que ce Je m'en soit rappelle. pas trop grave non plus Il a sur fait exprès. Hein. Enfin, exprès. l'abdomen. Il vient volontairement. Ah oui, prend de plein fouet Dunga, Même pas mal. le genou de Dunga. C'est donc un souffle coupé pour le capitaine français. Le capitaine tricolore s'est relevé. Un petit coup d'éponge Ça va. magique. Je vais t'attraper après. Pour rien. Ils sont solides les Basques. Hein. Dans les vestiaires, à la mi-temps, souvent, il se passe la même chose avec lui, c'est-à-dire l'analyse de la première mi-temps, venir parfois parler individuellement à un joueur. Et en fait, c'est ce qu'il a fait tout au long de la Coupe du Monde et aussi à la finale. Parce que c'est toi qui es là-dessous. Moi, je suis obligé de regarder un œil sur nous, mais j'ai qui s'est déclaré sans ça. Ouais. On reste pas le cul là derrière sur Fabien là, on fait pas la muraille de Chine. Hein. On continue comme on a joué. Continue comme ça, Manu. Premier poteau, premier poteau, premier poteau. 2-0 à l'instant. On ne lâchera rien. Pas maintenant. Hein. Pas maintenant. Hein. On se met minable, on a fait le plus dur, mais il y a encore 45 minutes de folie. Hein. La fameuse, extraordinaire, aujourd'hui à mon avis éternelle expression de Deschamps, on ne lâche rien. Mais on résume tout avec lui, hein, avec cette phrase. On ne lâche rien. L'équipe de France est championne du monde. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, oh c'est pas vrai. Didier Deschamps embrasse la Coupe du Monde et reçoit la Coupe du Monde. Ouais, des Français. Cette première victoire de la France, ça a marqué l'histoire. Yes. On l'a fait. Il y a bien longtemps. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur après 98. Toute cette célébrité, les gens qui s'intéressent plus. Et j'avais même dit à Didier, j'espère que ça va pas durer, parce que nous, c'est pas notre vie. Je sais très bien qu'elle a été beaucoup plus à l'écoute que moi. Et le football a pris une place, une grande place, pour pas dire une trop grande place. Rester humble. Ça, je pense, c'est un truc qui est important chez lui, qui m'a toujours transmis. Que ça marche ou que ça marche pas, qu'on ait du succès ou qu'on n'en ait pas, il faut toujours rester humble. Et c'est quelque chose qu'il a fait avec tout le succès qu'il a eu. Et c'est quelque chose que j'essaierai de faire dans toute ma vie, peu importe ce qui m'arrive. Je pense que c'est le respect qu'il a de tous les gens qui l'entourent, de son meilleur joueur jusqu'à l'intendant, jusqu'à la personne qui fait le ménage. Il a le même traitement pour tout le monde. Je trouve que c'est quelqu'un qui ne fait pas de différence entre quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un petit boulot, parce que pour moi c'était un petit boulot, et le président. Il est aussi à l'aise avec l'un qu'avec l'autre. Cet homme qui a l'air normal, qui a un visage normal, le français, le petit basque devenu ce qu'il est devenu, il transporte autre chose que l'homme normal. Quand on dit il est normal, oui, sauf qu'il est anormalement normal, donc normalement anormal. Mais non, parce que j'oublie pas d'où je viens, et puis voilà, je me force pas à rester simple, accessible, parce que voilà. J'ai toujours considéré que j'avais un privilège, c'est celui de pouvoir faire plaisir. Barthès, 48 minutes, c'est la dernière. Allez. Trezeguet. Wiltor. Et but. Oh, la dernière seconde. Wiltor qui égalise à la toute dernière seconde. 48 minutes et 12 secondes. C'est incroyable, c'est irrespirable. Mais la France revient. Ah, c'est trop près du but de Toldo. C'est trop près du but de Toldo. Avec ses grands bras. Le dégagement est pas... Je crois que j'étais un des seuls à y croire encore. Il était là. Ballon perdu pour Pires. Blanc. Zidane.
En toute objectivité, Thierry, ce sont quand même les Français qui, depuis une bonne demi-heure, font le jeu. Et ce sont eux qui ont le plus d'initiative. C'est vrai. Ils ont pris l'initiative parce que la fatigue a commencé à se faire sentir côté transalpin. Pires, oui, il est passé. Centre en retrait. Et but Trezeguet. Le but en or. Trezeguet l'a marqué à la 13e minute. Un peu moins parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu. Disons à la 10e. Là, c'est un bon exemple d'y croire jusqu'au bout. On voulait suspendre le temps. Alors, champion du monde et champion d'Europe en 2 ans. Profitons. Nous sommes restés sur le terrain à discuter à la fin du match contre l'Italie. Et nous savions que Didier allait mettre fin à sa carrière. Et c'était extrêmement émouvant. Et puis à la fin du match, tous les observateurs ont remarqué le long aparté entre Roger Lemaire et le capitaine Didier Deschamps. Conversation qui s'est déroulée donc sur la pelouse du stade, mais loin des micros. Roger me donne un argument qui est irrecevable. À savoir, oui, mais bon, on a besoin de toi, on peut pas se passer de toi, mais bon, voilà, même si tu joues un match sur 3, je sais quoi, c'est même pas la peine. C'était inconcevable pour moi. L'équipe de France m'avait tout donné. Par respect pour elle, c'était le moment pour moi de stop. Si on se remémore bien, on a des souvenirs, beaucoup de souvenirs communs, beaucoup de situations communes. Et on a traversé, je vous dis, 10 ou 11 ans de sélection nationale ensemble. C'est quand même beaucoup. Hein. Ce 35e France-Angleterre est resté équilibré jusqu'à la 58e minute de jeu, moment choisi par Didier Deschamps et Laurent Blanc pour mettre un point final à leur carrière internationale. L'occasion pour Laurent Blanc d'embrasser une dernière fois le crâne de Fabien Barthez. C'est vrai que depuis quand même ses 14 ans et demi, il était tout le temps sur la route, on ne s'était pas posé. Et là, j'avais senti à ce moment-là qu'il avait besoin de se poser. Il avait eu quelques soucis avec la presse, il ne parlait plus à la presse. Donc ça avait quand même mis il avait envie de stopper. Pendant l'Euro 2000, c'est un peu à cause de moi, qui s'était mis en grève médiatique. C'était pourtant un papier où il n'y avait pas grand-chose. Je disais qu'il fallait absolument qu'il joue, que Patrick Vieira était devenu un meilleur milieu de terrain que lui, mais que Deschamps était indispensable. Et du coup, il m'en avait voulu à cause de ça. Mais le capitaine français a quand même retrouvé le chemin des micros après cette victoire. Écoutez sa réaction au micro de Pascal Praud. Il règle certains comptes avec certains journalistes. Je me suis arrêté de parler parce que j'ai vu à un moment qu'en face de moi, il y avait énormément d'incompétence et un manque de respect. Donc pas de tout le monde, je ne veux pas généraliser sur tous les journalistes. Mais il y a surtout un journal, c'est l'équipe, et certains de ces journalistes. Non, il ne faut pas citer de nom. Si, pourquoi il faut le dire certaines fois. C'est toujours les mêmes. C'est une nouvelle fois. Jamais de nom. C'est drôle parce que il dit moi j'entends pas. Il fait l'homme hermétique aux critiques, alors qu'on sait que c'est absolument faux. Que si c'est pas lui directement, en tout cas, il fait tout écouter et tout décortiquer par ses proches. La place de Claude et de Dylan est monumentale dans la relation. Et Claude, évidemment, fait partie, avec Dylan, certainement, des gens qui relaient beaucoup de ce qui peut se dire ou s'écrire. Se dit oui, c'est une évidence. Je pense quand même que c'est la maîtrise des médias qui fait qu'au départ, il a quand même un avantage dans sa communication. Il est brillant, il est intelligent. Il dit que ce qu'il a envie de dire. Il a une maîtrise de la langue de bois absolument exceptionnelle. Donc je pense qu'au départ, c'est ça qui le différencie. On voit bien que pour Aimé Jacquet, c'était plus difficile. Pour Roger Lemaire, c'était plus elliptique. Pour Jacques Santini, c'était beaucoup plus long et lent. Pour Raymond Domenech, c'était plus provocateur. Pour Laurent Blanc, c'était intéressant, mais parfois un peu plus lisse, ou parfois il se mettait un peu en danger. Alors Didier Deschamps, en conférence de presse, il se met jamais en danger. Ouais, mais il y a des choses que vous pouvez savoir, des choses que je peux pas dire. C'est tout, quoi. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire, et il y en a certaines, il vaut mieux tourner cette fois la langue dans sa bouche. Il y a certaines questions qui sont pas évidentes. Alors évidemment, tout est préparé, mais tout peut être préparé sans qu'il y ait autant de talent dans les réponses des questions qui, des fois, sont très compliquées.
Et ça, c'est un exercice que je trouve difficile, mais qui, pour lui, est devenu même de la rigolade. Les conférences de presse de Dédé, c'est fantastique. Moi, je les regarde comme on regarde un spectacle. Franchement, je le trouve génial, quoi. Comment répondre à toutes ces questions de merde, voilà, puisqu'il y a souvent des questions qui le plongent une espèce de difficulté, et lui, tout le temps, il s'en sort merveilleusement bien. Il a l'art de ne pas répondre aux questions, et malgré tout, de te donner l'impression qu'il a donné un peu le change. Moi, ça me fait beaucoup sourire, parce que ça m'arrive très souvent de me retrouver à lui poser des questions et lui à y répondre, et je souris à l'avance, parce que je sais, ou la façon dont tu vas me donner la réponse, je sais très bien que je ne vais pas obtenir ce que je veux, mais voilà, je souris à l'avance parce que je le connais bien maintenant. Quand j'étais joueur, oui, alors là, j'étais vraiment en langue de bois. Je trouve que dans mon rôle d'entraîneur ou sélectionneur, je parle plus, mais on est resté avec ce truc-là, c'est qu'à écouter. Mais s'ils n'ont pas la réponse qu'ils veulent, pour eux, c'est de la langue de bois. Ben non, c'est pas ça. La langue de bois, c'est rien dire. J'ai droit de donner une réponse, mais si ça convient pas à celui qui a posé la question, celui à côté, au mieux, il dit « bon, je vais rebondir ». Ou alors, il dit rien et il me la pose en jaune, en blanc, en rose, en marron. C'est la même. Je dis oh, « vous êtes bien gentil, je suis pas un perdreau de 6 semaines, quoi. Je viens pas ou un lapin de 3 mois. » Donc, voilà, je connais. Parce que j'ai été confronté. Et très tôt, à Nantes, 14 ans et demi, devant la caméra. Moi, je me rappellerai la veille de son départ, quand il est parti à Nantes. Pour nous, c'était un crève-cœur. Didier qui partait, il avait 14 ans. Photos Il catastrophiques. était très heureux, mais nous aussi pour lui. Mais bon, à la limite, ça faisait mal de savoir qu'il partait, voilà quoi, pour tant de temps, puis il partait. C'est sûr qu'on est préparé à ce que les enfants partent, mais ils partent plus tard, en principe. Ils partent quand ils ont le bac, ils partent à 17, 18 ans, tandis que là, c'était 14 ans et demi. On avait quand même mal au ventre un peu. On est partis ensemble en voiture. Et qu'est-ce que je voulais faire? On discutait, on est là et on posait des questions. J'espère que si ça ne va pas, on disait tu reviens à la maison, parce qu'on ne savait pas si... Vous savez, il y en a beaucoup qui ne réussissaient pas. Les 3 premiers mois étaient difficiles pour moi. Il y a pire dans le difficile, mais bon, au-delà des... Comment je vais dire... les plus grands qui te font payer un petit peu, qui font un zèle d'autorité, j'ai passé 95% de mon temps dans ma chambre. J'étais enfermé dans ma chambre. Entraînement, dans ma chambre, pour mes cours, voilà. Donc c'était quand même très, très, très limité, mais c'est pas grave, je me plaignais pas. À Nantes, les jeunes du centre de formation vivent et s'entraînent aux côtés des professionnels. Pour lui comme pour Didier Deschamps, les titulaires ne sont ni des mythes ni des idoles, mais des exemples. Le plus dur n'est pas d'entrer dans un match de première division, mais de se faire une place dans un groupe riche en joueurs de talent. Didier était souvent sollicité pour répondre aux interviews parce qu'on le projetait comme un futur grand joueur du FC Nantes. Didier, oui. Est-ce que ça vous surprend le début de saison d'Auxerre? Auxerre a à peu près la même physionomie de l'équipe que nous. J'avais déjà le casque. Bon, eux, ils ont peut-être un peu plus de réussite chez eux, ils arrivent à s'imposer. Il a dû en baver quand même, certainement, hein. Plus qu'on ne pense, parce que pour arriver où c'est qu'il est arrivé, il a fallu qu'il en veuille, oui. Non, on ne peut pas dire que j'en ai bavé. Lui, il en a certainement plus bavé que moi. Pour d'autres raisons, parce qu'il fallait nourrir la famille, il fallait travailler, des fois sacrifier le week-end pour qu'on ait suffisamment pour bien. Oui, moi, je n'ai pas bavé, ça fait partie. J'ai choisi. J'ai pas fait de sacrifice. On peut pas parler de sacrifice quand on est dans le sport. Si on veut réussir, c'est se donner tous les moyens. À partir de là, tout ce qu'on fait, c'est dans un seul but, c'est de réussir. Et même en faisant tout, on n'est pas sûr de réussir ou d'aller tout là-haut. Non, baver, c'est comme quand on me dit, même maintenant, quand j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier, moi, c'est pas mon travail. J'ai pas un travail, moi, j'ai jamais eu un travail. On sentait chez lui que voilà, il y avait une volonté de réussite.
Après, à 14-15 ans, on a tous l'ambition, le rêve de devenir footballeur. Mais lui, en plus, voilà, chaque jour, il y mettait vraiment du sien pour assouvir sa passion. Ouais. Je suis étudiante en orthophonie à Nantes. Et à ce moment-là, il fallait que je parte faire un stage. Donc, laisser Didier pendant 2 mois, 3 mois. Et on s'était dit tous les deux, c'est pas possible. Donc, voilà, j'ai choisi d'arrêter et de suivre Didier. Elle m'a connu à un moment où j'étais un peu dans la période amusement, gentil, mais amusement, fête, profiter de la vie. J'avais eu l'opportunité de gagner déjà un petit peu d'argent et de pouvoir en profiter, chose que j'avais pas fait. J'ai pas eu, les années avant. Donc on est un peu dans l'excès certainement, et le fait que je la rencontre et qu'on puisse vivre ensemble au quotidien, oui, ça a été stabilisateur et ça m'a forcément calmé mes ardeurs festives, et elle m'a remis dans le droit chemin, assez tôt. Nous sommes un peu des rebelles. On n'a pas sur le chemin des Basques en fait habituel de jouer plutôt avec un ballon ovale qu'avec un ballon rond, quoi. L'esprit aussi du Sud-Ouest. On peut dire que des fois, le pays un peu du rugby, il y a des valeurs des fois de combat, de générosité qui font que souvent quand on arrive de ces régions-là, il y a une envie des fois de décupler, de faire des efforts. Mais il y a sans doute un terrain héréditaire, familial. Il y a aussi peut-être des circonstances. C'est vrai que le décès de son frère, à un moment donné aussi, a peut-être, plutôt que de l'abattre, a peut-être suscité chez lui une envie décuplée des réussites. Philippe est mort le 21 décembre. En même temps, il y avait le papa de Claude et le frère de Didier qui sont décédés. C'était Noël. Philippe a été enterré le 26, le papa de Claude le 27. Ça a été une drôle de période. C'est un passage très difficile et qui continue à nous rester. C'est un poids qui est très lourd. Ça fait... Il nous comprend, oui. Oui. Là, c'est tellement injuste. Mais on vit avec. On est obligé. Sans et avec. Et je sais, pour mes parents, c'est encore... je ne vais pas dire que c'est pire, parce qu'on ne peut pas mesurer le bonheur, le malheur, mais pour eux... même aujourd'hui, les années ont passé, le temps, il fait son travail, mais on peut pas oublier, quoi. Donc, c'est une période de Noël, donc, on reste marqué à vie, forcément. C'est vrai qu'il a eu, lui, certainement, dans ces années-là, à tout point de vue, sportivement, humainement, bien sûr, il y a eu beaucoup de faits qui l'ont fait grandir, peut-être plus vite que les autres. Il était déjà bien mûr avant, quand il est arrivé, grosse maturité. Mais je crois que là, ça a renforcé encore la carapace, ça c'est sûr. J'ai pas voulu encore plus réussir, j'aurais eu la même envie de réussir, mais c'est plus en soi, dans sa construction, dans sa propre tête On le fait pas que pour soi, mais on le fait pour quelqu'un qui est plus là, mais qui est là. Quelques temps après, le club s'est retrouvé en grande difficulté financière et Didier Deschamps, malheureusement, là aussi, c'est réflexion du président. Parce que forcément, pour nous, c'était très très dur de le voir partir. Il m'a dit, oui, mais si tu veux que ses copains au centre de formation aient un steak dans l'assiette, il faut qu'on le vende. Il n'y a pas d'autre solution. Didier Deschamps est transféré à l'Olympique de Marseille pour une somme donc de 17 millions de francs. C'est pas une bonne affaire quand même pour le FC Nantes de perdre son affiche. Vous en aviez fait le symbole de l'année 92. Pas le choix. Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne affaire. Je pense que dans la vie, on doit faire des choix. Malheureusement, je suis obligé de choisir entre un homme et mon club. J'ai choisi mon club. J'ai passé 7 ans ici, j'ai tout appris à Nantes. Mais bon, Nantes a pris une décision, à savoir qu'ils sont tombés d'accord avec Marseille. À partir de là, c'était à moi d'en prendre une autre. Et puis bon, j'ai eu une opportunité. Et puis je parle plus comme ça, j'ai une tonalité qui est un peu... C'est mûrement réfléchi. Je crois que c'est très bien pour moi. Et j'espère que le club y trouvera son compte par la même occasion. C'était toute mon adolescence, centre de formation...
mon club. Cette période-là, c'était pas les périodes d'avant où Nantes gagnait des titres. On était là, à chaque fois qu'on pouvait basculer du bon côté, on avait des places d'honneur. Moi, dans ma tête, je ne pouvais pas. Et là, bon, même si c'était Marseille, je savais que j'allais avoir ce que je recherchais, ce que j'avais besoin. Là, aller tout là-haut. Il franchissait un palier important sur le plan sportif, de passer de Nantes à Marseille, mais également jouer à Marseille sur le plan mental, c'est pas facile, c'est très dur, le public est très difficile. Il faut pouvoir être capable de s'imposer au stade Vélodrome et d'être apprécié par les supporters. J'arrivais pas à passer par-dessus, à me libérer. C'est vrai que le personnage Tapi aussi m'impressionnait, j'avais du mal à communiquer avec lui. Pour moi, l'OM est venu me chercher. Il fallait que je m'impose dans ce club. On n'avait pas la meilleure équipe à l'époque où Didier était à Marseille. On n'avait pas la grosse équipe, mais on avait une capacité à se regrouper et à faire à ce qu'on ait tous la même ambition. Une ambition commune, celle de gagner. Et je pense qu'il voulait vraiment prouver à Tapi qu'il était l'un des espoirs du football français. En ce qui me concerne, il m'a dit oh, ça peut être brut et voire un peu violent. Il m'a dit toi, écoute, ce que tu fais sur le terrain, ça ne suffira pas si tu veux être un grand joueur. Tu auras de l'importance par rapport à tout ce que tu pourras faire en dehors. Un homme me disait, je n'étais pas un génie sur le terrain, et je me rappelle, premier match de championnat, on joue à Lyon. C'était Lyon-Marseille. On est 14 et je suis 14e. Et j'étais quand même international, donc forcément... Et je me rappelle, il m'avait dit quelque chose, il dit, écoute, t'es 14e, mais tu auras ta chance. J'ai eu, mais je savais que j'allais l'avoir une fois, et pas deux. Je n'avais pas laissé passer. Une ambiance au stade quand on est arrivé, fabuleux, quoi. Avec la moitié du stade pour Marseille, la moitié pour le Milan AC. Un truc, ouais, vraiment qui donne les frissons. C'est fabuleux, je crois qu'on l'a regardé tous avant ce match, et on s'est dit qu'elle était à nous. Maintenant, elle est vraiment à nous, c'est extraordinaire pour nous. Didier Deschamps, est-ce que vous avez ressenti quelque chose pendant ce match? Est-ce que vous étiez certain de gagner la Coupe d'Europe? C'était un combat très dur, mais les Milanais ont raté quelques occasions au début, et puis nous on en a une, on l'a mis au fond, et après on a tenu, et puis on a réussi à tenir, c'est ça qui compte. Didier, je crois que au nom de toute la France, tout le monde vous dit merci, merci Didier. Il a été effectivement le premier joueur français à soulever la Coupe d'Europe en tant que capitaine. C'était avec un maillot bleu et blanc. Quand on a un garçon comme ça sur le terrain, je crois que l'entraîneur peut s'endormir sur le banc de touche et est tranquille. C'était le grand Milan AC, Berlusconi, avec les Néerlandais, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Puis parce que c'était Marseille, ça a été de la folie, de la folie. Le stade, les gens, ils sont un peu fada comme on dit, quoi, mais c'est des bons fadas, quoi. L'intelligence de tout assimiler, tout comprendre, et après le traduire sur le terrain quand il était patron, quoi. Il a la capacité de convaincre, de stimuler, de faire réfléchir, d'emballer. C'est le capitaine, hein. Le mot capitaine, c'est pas par hasard, hein. C'est un mot militaire, hein. C'est l'homme qui vous amène les troupes au front, hein. Didier fait partie de ceux qu'on met dans l'équipe sans hésiter. Merci Renan. Et quand il faut nommer un capitaine aussi, il y a des moments, c'est pas évident d'avoir une personnalité qui va vraiment se détacher dans le groupe. Et lui, c'était naturel. Voilà, j'ai toujours fait, comme l'a dit Renan de Nouex, j'étais certainement pas le meilleur joueur, le plus technique, mais de faire en sorte que le premier qu'on mettait sur la feuille, ça soit moi. Nous avions fait un match, je crois que c'était contre la Turquie peut-être. J'avais joué arrière-gauche. Et Vincent Candela, je crois... Faut pas dire ça, non. Arrière-droit. Et à un moment donné du match, il nous a demandé de changer. Et je ne suis pas sûr que l'entraîneur était d'accord. C'est-à-dire qu'il a aussi cette capacité à prendre des décisions pour le bien de l'équipe. Si je devais trouver un mot pour le qualifier, c'est gagne.
parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse et il n'y a que ça qui fait. Tu sais où t'es rentré là? Attention, hein. Il y a Platini, Boniek, Zidane, Del Piero, Deschamps. E lui aveva già vinto la Champions League, era un giocatore importante, era una guida sul campo. Era un esempio, era un giocatore molto molto rispettato, era un giocatore che tutti avevano una grande ammirazione della sua qualità, delle vittorie che aveva già fatto, nessun giocatore della Juve aveva vinto quello che aveva già vinto lui. Le club, Juventus. Fabuleux, la patience que dégage ce club, ça, voilà. C'est pareil, toute proportion gardée, je l'avais aussi à Marseille. À Juve, tu fais un match nul, très gros problème, tu perds, cataclysme. Donc t'es là-dedans. Et ce qui n'empêche pas d'avoir une relation humaine. Et c'est là où Marcello Lippi, voilà, le fait de nous responsabiliser, cette capacité qu'il avait à faire un groupe qui était programmé pour gagner, qui devait gagner. Là, c'est pas... T'es dans l'obligation. Dans ces clubs-là, t'as pas le choix. Encore un Français champion d'Europe en 96. Après les Parisiens, après Jean-Pierre Papin et le Bayern, c'est Didier Deschamps qui a pu exulter hier soir. Il est entré dans le club fermé des joueurs ayant remporté 2 Coupes des Champions. La précédente, c'était avec l'OM en 93. Ils partent du principe, parce que j'en ai rediscuté après par la suite avec les dirigeants que j'ai eus, que le joueur qui va jouer le match le week-end, il n'a pas d'excuse. Il n'a aucune excuse. Tu peux pas dire, oui, mais hier, j'ai eu un problème avec mon fils, ma femme, la machine à laver, la voiture. Il n'y a pas de problème. Tu as besoin de quelque chose, ils sont là. Ils appellent, ils sont là, ils te règlent. Si t'es pas bon le week-end, c'est que de ta faute. Voilà. Mais c'est un état d'esprit. Ils sont tous, et personne ne se plaint. Il y a de celui qui doit laver les affaires. Il sait que c'est un privilégié de travailler pour ce club-là. Oh, ça c'est à Turin, ouais. Une colline. Descends, attention de pas te faire mal. J'ai eu Tu vois souvent, papa? peu de temps avec lui, mais j'ai toujours fait en sorte, dans le temps qui me restait, de lui en donner le plus possible. Pour lui, j'étais son papa. Et certainement pas le football qui pouvait pas blairer quand il était petit, puisque c'était... on lui enlevait son papa, quoi. Il supportait pas... qu'on puisse venir me voir en vacances pour me faire des photos et signer des autographes. J'aime pas le football. Maintenant, c'est pas pareil. Vous allez tenir encore 3-4 ans? À l'étranger, 3-4 ans, ici. il a dit ça. Non. Je sais pas où, j'ai pas dit que je resterais à Turin 3-4 ans. J'ai encore 3-4 ans de football. Eh ben... C'était 99, on y était, on est dans le Il n'y a timing. pas de problème, il y en a plus derrière, de toute façon, donc... Pour la première fois dans l'histoire du football, des stars du ballon rond vont devoir s'expliquer face aux juges et aux caméras. Pas moi. Autre joueur français cité, Didier Deschamps. Lui est soupçonné d'avoir pris régulièrement de l'EPO. Ce sont en tout cas les conclusions de cet expert hématologue. Menteur. Le PO fait baisser le taux de fer et il était en manque perpétuel de fer sans qu'aucune maladie ne l'explique. Et puis il y a ces nombreuses prises de sang à des dates très rapprochées, comme si on avait voulu contrôler ses taux d'hémoglobine avant les matchs. Tutte quelle cose, tutti quei medicinali che prendevano i giocatori della Juventus erano dentro tutti gli armadietti di tutte le squadre di Serie A, di Serie B, di Serie C. Perciò tutti facevano quello, tutti prendevano quello e c'era stato un attacco molto forte nei confronti della Juventus e perciò è stato vissuto con molto dispiacere. Il faut pas travestir la réalité, qu'il y ait eu une surmédicalisation, oui. Mais c'était des choses réglementées. Quand il parle de mon cas, pourquoi j'ai pas été, comme on a pu le dire dernièrement, on m'a pas convoqué au tribunal? Parce que je pouvais rien leur apporter. Moi, j'ai fait face à un juge et un qui traduisait en français. Il me dit, là, Monsieur Deschamps, la limite, c'est 51, je devais être à 51,4. Et là, Monsieur Deschamps, vous êtes dopé pour être plus performant. Je dis, le problème, vous devriez regarder à quelle période ça tombe.
C'est dans mes périodes de rééducation, j'ai été opéré des tendons d'Achille, je suis en train de faire des longueurs de piscine. Et j'ai repris la compétition 1 mois et demi après. Alors si vous trouvez un intérêt à me doper quand je suis dans la piscine, donc voilà, j'ai de la carence de fer, j'en ai encore, c'est pas aujourd'hui que je l'ai réglé, mais ça sert à rien de salir. Plus que salir, c'est de mettre le doute. Ça, et de pouvoir associer un peu, après on fait facilement le lien. Oui, mais quand il dit qu'il est prêt à tout pour réussir, prêt à tout, il y a aussi ces trucs. Non, mais alors là, il faut... Je sais qu'il y a eu effectivement quelques vagues, pour ne pas dire plus. Didier regarde devant lui, Didier il fonce, mais Didier n'oublie pas. Comme il dit, il n'est pas rancunier, mais il a de la mémoire. Quand il n'aime pas, il n'aime pas. Ah ouais. Quand il se fait une idée fixe sur quelque chose, sur quelqu'un, ça passe ou ça casse, quoi. Il revient pas. Il pardonne à la hauteur de ce que la personne est pour lui. Si la personne n'est pas si importante que ça, il va passer. Bien sûr qu'il peut pardonner. Si la personne est très importante, qu'il a l'impression d'être trahi, il aura beaucoup de mal à pardonner. Pardon, ouais, tolérance, empathie, bienveillance. C'est des mots merveilleux de nos jours. Ils n'ont plus beaucoup de place. Dans son histoire personnelle, quand il y a une affaire dans le football français, il n'est jamais très loin. J'ai dit ça. Le lendemain, coup de fil, insulte. Il était à la limite des menaces. Pour être sûr qu'il n'y avait pas menace, je lui ai bien demandé. Je lui ai dit, tu es en train de me menacer? Il dit non. Je dis, donc on va se calmer 2 minutes. Mais moi j'ai juste dit ça. C'est pour ça que j'estime que ça mérite ce coup de fil enragé. Mais quel menteur, quoi. Ok, très bien. Il a peut-être vécu ce moment comme une trahison, mais il n'y a pas de trahison. J'ai juste émis une remarque. Il a pensé un moment, parce que je lui ai dit, mais dis-moi, tu as une femme et des enfants? Et il me dit, pourquoi? Tu me menaces? Je dis, mais ça va pas. Je dis, j'espère que ça t'arrivera pas un jour. Parce que quand tu parles comme ça en mal, les gens qui sont autour de toi, ils prennent ça avec beaucoup de violence. Mais là, c'est pareil, mais il faut être mytho au bout d'un moment. Je pense que c'est quelqu'un qui, globalement, quand même, a des vraies valeurs. Il a des valeurs collectives. Et il fait toujours passer l'équipe avant les individus. Et ça, c'est quelque chose dans le foot moderne qui n'est pas une valeur vaine. C'est une manière d'entretenir l'essence même du jeu. Quella di fare gli allenatori in campo è un qualcosa che hanno veramente pochi giocatori. Ma molte volte io mi rendevo conto che ancora prima che io dicessi qualcosa a lui l'aveva già detta ai compagni. Perciò ecco perché ho pensato che lui è uno dei pochi giocatori che ho pensato che avrebbe fatto sicuramente l'allenatore una volta smesso di giocare. Didier Deschamps est un homme de défi. Premier champion du monde à raccrocher ses crampons, il devient le nouveau directeur technique de l'AS Monaco. Le Français connaît l'ampleur de la tâche. Je pense franchement que pour lui c'est encore plus difficile parce que normalement on se donne une petite période de réflexion avant de devenir entraîneur et ça te donne aussi le temps d'avoir des idées plus claires. Et lui, ce n'était pas le cas parce que lui, il a arrêté de jouer et tout de suite, pratiquement 1 mois après, il est devenu entraîneur. Donc, c'était forcément plus difficile. La difficulté quand on passe de joueur à entraîneur, voilà, c'est séances d'entraînement, temps de travail, temps de récupération et l'intensité. Quand on est joueur, on fait, même si on pose des questions, mais voilà, entraîneur de club, c'est un tambourin de machine à laver, c'est usant, mais c'est la passion. Deschamps, débutant dans le métier, saura-t-il donner un nouveau souffle à l'AS Monaco? Une équipe à la dérive, 11e du dernier championnat, 1 an seulement après son titre de champion de France. Une équipe bousculée, pris de vitesse, 53 buts encaissés, 16e défense du championnat. Il fallait réagir, renouveler l'effectif. Quand il a quelque chose à vous dire et il vous le fait passer, il vous fait passer ses messages. Parce que pour lui, il a le même objectif, c'est de gagner. Et lorsque vous voulez gagner, il a compris que, par moment, il fallait taper du poing sur la table. Je vous le dis, hein, à tous, hein. Sans déconner. Minimum, il n'y a même pas le strict minimum. Au niveau de l'engagement, dans les duels, il n'y a que dalle. Chaque action, il y a pratiquement but. C'est quoi ce bordel? Après, moi, j'ai pas le même Didier à la maison. Alors, il est autoritaire avec ses joueurs, il est autoritaire dans son métier. À la maison, pas du tout.
Il se laisse guider, je peux prendre les décisions, il n'est pas du tout autoritaire, ni avec Dylan, ni avec moi. Ça peut sembler étrange, mais pas du tout. Pour que Deschamps pouvait fonctionner bien à Monaco, il fallait écarter Simone. Ça, c'est sûr. Mais il y a manière à manière, non? Il y a des valeurs, voilà, on revient toujours à la même chose. Tu peux décider de ne plus utiliser Simone, mais avec la bonne manière. Non? Parce que jusqu'à quand il avait besoin, j'étais son capitaine. Après, j'étais plus son capitaine parce que l'objectif, il était atteint. Que Marco Simone n'ait pas pris ma décision, je peux l'accepter ou la comprendre. Maintenant, il se met dans une situation où moi, en tant qu'entraîneur, j'ai un groupe qui vit bien, qui travaille bien, et lui qui est en dehors. Donc le choix, pour moi, est vite fait. Et je dis toujours qu'un homme de succès, ce n'est pas forcément un homme de valeur. C'est deux choses complètement différentes. Non? Ça veut pour Deschamps comme ça veut pour moi. Ce n'est pas forcément parce que tu as du succès que tu es un homme de valeur. Non, c'est deux choses différentes. Et Deschamps, c'est un homme de succès au niveau sportif. Donc ça, il faut le reconnaître et je le reconnais. Quand on est entraîneur, sélectionneur, entraîneur, il y a un groupe. Et il n'y en a pas un qui peut mettre en danger ce groupe. 1, 2, c'est fini. C'est fini. Le groupe, il est mort. À propos de Karim Benzema, c'est vrai qu'il s'est exprimé hier par rapport au fait de sa non-sélection et qu'il a demandé des explications de votre part. Quelle est votre réaction, tout simplement, Didier, par rapport à ça? J'en ai pas aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, une bonne fois pour toutes, clarifier la situation avec Karim Benzema? C'est pas le sujet. Karim Benzema nous explique qu'il n'était même pas présélectionné. Ce n'est pas le sujet. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi? Ce n'est pas le sujet. Ça aurait été tellement simple de dire pourquoi il prend pas Benzema. Il aurait dit un jour, je ne le prends pas parce que j'estime en tant que sélectionneur qu'il est nuisible à l'ambiance du groupe. On pouvait être d'accord ou pas d'accord, mais au moins c'était dit. Il n'y avait pas ce flot de suspicion autour des affaires judiciaires de Benzema. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est une erreur stratégique. Ça n'aurait pas calmé les pro-Benzema, mais au moins, ça aurait calmé les gens qui voient Benzema marquer 2 buts avec le Real et qui disent « Ah bah là, il va revenir », puis à chaque fois, il ne revient pas. Je l'ai dit, mais on n'écoute pas. C'est comme quand on dit des fois ah ouais, mais il fait de la langue de bois. C'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce que j'ai dit. Mais j'ai dit les choses. Si on écoute bien, je les ai dites. Karim Benzema, meilleur buteur en activité des Bleus, vous l'auriez évidemment sélectionné s'il n'était pas englué dans une affaire judiciaire? La question ne se pose pas sur le plan sportif, performance de terrain. J'ai toujours considéré que l'équipe était au-dessus de tout. J'ai mon président, le président de la fédération, qui partage mon avis. Donc la décision a été prise dans l'intérêt du collectif. C'est un choix sportif, point barre, parce que je pense que ce n'est pas un bien pour l'équipe de France. Je n'ai pas dit que c'était un mal. C'est pas pour mon plaisir ou à l'encontre d'eux. C'est parce que je considère par rapport à l'équipe de France. C'est tout. Et ce que représente ce maillot. J'espère qu'on va enfin pouvoir parler de football parce qu'il y a tellement de polémiques autour de cette équipe de France, c'est incroyable. La dernière en date étant évidemment celle concernant Eric Cantona et ses propos assez scandaleux, il faut bien le dire. Encore des propos très nauséabonds autour du football. Cette fois, ils viennent de Karim Benzema dans la presse espagnole, un journal sportif. Il accuse Didier Deschamps d'avoir cédé à la pression d'une partie raciste de la France pour ne pas le sélectionner. Et justement, le mot raciste a été tagué sur la maison de Didier Deschamps à Concarneau. C'est très violent, le mot raciste. Pour moi, c'est inconcevable. On a été élevés dans le partage. Moi, je regarde ni les origines, ni la religion. Ça n'entre pas en ligne de compte, je trouve. Et c'est dommage. Parce que les gens qui disent ça ne nous connaissent pas. Et je sais que Didier l'a très mal vécu par rapport à nous. Plus que lui d'abord, il a pensé à nous. Il n'y a qu'une vérité dans la vie. Il peut y avoir plusieurs versions, il n'y a qu'une vérité. Et de faire croire que c'est la vérité, ça, j'ai beaucoup de mal. Lui, il a cette force en lui qui lui permet d'encaisser. Il a ce quotidien avec les joueurs et c'est ça qui le fait vivre. Après, quand ses proches sont blessés, c'est plus difficile. Et nous, ça nous fait mal au cœur. Parce que c'est d'entendre des choses qu'il ne faudrait pas. Et il le sait très bien, mon fils. Hein. C'est pour ça, comme il dit souvent, vous faites mal à la famille, ça, il n'accepte pas. Bon, écoutez, si Didier Deschamps est raciste, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas. Mais il n'est pas du tout, je ne peux pas vous le dire.
je connais, il n'est pas raciste du tout. Donc, c'est incroyable. Non, là, ça dépasse tout entendement. Moi, je suis pas là pour... dans le football, pour me faire massacrer comme ça, et les gens ma famille, mes proches... Non, là, il y a eu un avant, un après. Les propos de M. Cantona, tenus dans le journal, sont des propos extrêmement forts. Nous avons pu retenir la qualification de diffamation parce que les propos font état d'un comportement raciste, d'une discrimination raciale. Ça se réglera comme ça doit se régler. Je sais pas. Je veux pas savoir, mais j'irai jusqu'au bout de toute façon. Même si ça prend du temps, et ça prend du temps. Mais j'irai jusqu'au bout. La grande Juventus de Turin est reléguée en 2e division et commencera son championnat avec 17 points de pénalité contre 30 en première instance. Mais ses 2 derniers titres de champion lui sont toujours retirés. Match arrangé, arbitre corrompu, c'est le plus grand scandale de l'histoire du foot italien. C'est vrai, ça fait tâche. On est champion du monde, mais avec le foot italien, il y a toujours quelque chose pour gâcher la fête. C'est dans ce contexte que ce samedi, Didier Deschamps, nommé entraîneur des Bianconeri il y a 5 jours, est présenté à la presse italienne venue en nombre. Ils étaient en difficulté, ils pensaient que je pouvais être la bonne personne, donc j'ai dit oui. Mais c'était plus un choix humain, c'est pas un choix rationnel, quoi. Je me suis tellement senti comme un poisson dans l'eau là-bas avec ces 5 années en tant que joueur. J'ai passé une année qui a été une aventure humaine fabuleuse. J'avais des champions du monde, italiens champions du monde qui étaient là. On allait jouer dans des petits stades. On arrivait les veilles de match, il y avait 3-4 000 personnes devant l'hôtel pour voir la Juventus. Son club préféré aujourd'hui, ça reste la Juventus. Et je pense qu'il s'entoure évidemment des meilleurs, mais il s'entoure aussi des personnes à qui il est capable de transmettre cette envie de gagner et cette détermination, et des personnes qui vont partager ce sentiment et qui vont aller au combat pour lui. Didier, il va arriver dans un groupe, il va observer, il va regarder qui est qui, et très peu de temps après, je pense qu'il va prendre la direction des choses. Par exemple, il va rentrer ici, il va voir les cadres et tout, il va se dire, lui, je peux aller à la guerre avec lui. Et pas lui. Et lui. Attention, c'est votre tour après derrière. Oui, voilà. Mais c'est dans son subconscient, quoi, en gros. Comment expliquer à des champions du monde ou à un ancien ballon d'or qu'il va falloir aller chaque semaine au combat en 2e division? Pour chaque adversaire de la Juventus, c'est le match de l'année. Le club de Didier Deschamps a pris cette saison à faire profil bas. Mais ce soir-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Deschamps est furieux de l'expulsion de l'un de ses joueurs. Il passe lui aussi tout près du carton rouge. L'essere umano il meglio di se stesso lo dà quando le cose non vanno bene. E allora se una delle qualità ha una forza, quando le cose non vanno male dice sì, adesso ti faccio vedere io cosa sono capace di fare. È dalle sconfitte che si costruiscono poi i grandi successi. E così abbiamo sempre fatto noi e credo che abbia fatto così anche Didier. Il a des règles, un cadre qu'il impose au tout début quand vous arrivez. Et voilà, il ne négocie pas sur son cadre parce que pour lui, et je pense qu'il a raison, c'est une des clés pour réussir, pour gagner, parce que la finalité, c'est gagner. Et il vous l'amène d'une façon où vous adhérez tout de suite à ce cadre-là et vous l'intégrez directement, en fait. Arezzo, hier, 17h49. La Juventus vient de s'imposer, un succès qui permet aux Turinois de remonter en Serie A après une année au purgatoire. Un succès attendu par les Turinois, qui récompensent leur entraîneur à leur façon par une douche improvisée, le début d'une nuit de fête. Pour moi, au-delà de la qualité des footballeurs, le plus important, c'est de connaître chaque homme, chaque être humain, avec ses points forts et ses points faibles. Et c'est là, après, où, dans les discussions, on peut actionner certains leviers plutôt que d'autres. C'est un architecte, quoi. C'est un calculateur. Il avait le sens du jeu plus l'envie. Il a levé toutes les coupes possibles et imaginables. C'est assez exceptionnel. Et notamment la seule et unique Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Et on sentait que son futur allait être dans la fonction d'entraîneur.
C'est à Marseille qu'il retrouve le terrain, un club découvert 20 ans plus tôt. Comme un symbole, le capitaine de la grande équipe olympienne, dernier joueur phocéen à avoir soulevé un trophée il y a 17 ans, va redonner le goût de la victoire à toute une ville. C'est merveilleux pour nous. Marseille, il n'y a rien, il n'y a pas de choses rationnelles. Quand ça va bien, ça va très bien. Quand ça va mal, ça va très mal. Et comme il y a beaucoup de Mistral, alors la girouette, elle tourne vite. Et ça, alors pour avoir un juste milieu, mais du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, ça peut. Mais il y a un côté, voilà, c'est à part. Les joueurs qui passent, ils font 1 an, ils ont l'impression d'avoir fait 10 ans dans un autre club. Hein. Il y a ce côté, voilà, irrationnel qui est lié à l'émotion et à la passion. 3 ans à l'Olympique de Marseille, c'est pas simple du tout. C'est la pression 24 heures sur 24 et une fatigue psychologique et physique aussi très très différente que beaucoup d'autres endroits. C'est une machine à laver. Et pourtant, on a eu l'immense bonheur de connaître le succès, mais là-bas, il n'y a pas de répit. Quoi. En 1 an, il rafle tout, pratiquement la Coupe de la Ligue, le Championnat de France et le Trophée des Champions. Moi, personnellement, je lui ferai une statue à Deschamps. Vu ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, moi, je pense que c'est l'homme qu'il faut. Une première année exceptionnelle au niveau des résultats, surtout sur la fin. 2e année un peu plus délicate et une 3e année difficile. Difficile par rapport à l'entourage, difficile parce que les résultats étaient également moins bons. Donc nerveusement difficile, mais je pense qu'il a aussi grandi grâce à ça. Marseille, je voyais qu'il grossissait, qu'il était tout le temps au frigo, qu'il avait besoin, mais je lui aurais rien dit parce qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt à l'entendre. Et que moi, j'allais pas rajouter en plus déjà son mal-être avec le club. Même vraiment, hein. Je voyais bien qu'il avait besoin de se réfugier. Sauf qu'à la fin de la saison, j'ai dit stop, là on fait quelque chose. J'étais traumatisé, moi, avec mon poids quand j'étais joueur, quoi, parce que voilà, je viens d'une région où on aime bien manger, et puis j'ai un corps qui réagit très vite, quoi. Déjà en lisant le menu, je prends déjà des calories, donc c'est déjà problématique. Donc dès que je vais au frigo, sucré, salé, voilà. Donc et je me rappelle avec Coco Ciodo, il m'appelait le gros, et quand je passais sur la balance, même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je vais passer pour un malade, mais ça m'arrive de me peser 3-4 fois par jour. Ah non, il ne cuisine pas du tout. On a fait une fois. Une canette au pruneau. Une canette au pruneau. J'ai mis 4 heures. 4 heures à la faire. Voilà. Elle était très bonne, mais on a mangé à 3h30. Voilà. Donc il ne cuisine pas, voilà. Tous les matins, il est en gainage. Mais ça peut durer je sais pas combien de minutes, hein, attention. Hein. Donc peut-être mon massage, c'est aller 30-40 minutes. Et quand je suis arrivé à quand je repars, il est toujours... c'est fort. Hein. Ah ouais, j'aime bien ça. Oui, il est quand même capable de tenir 45 minutes à 1 heure en gainage sans interruption, ce qui est pas rien. Mais quand il est à la maison pour une période de, je sais pas, 15 jours ou 1 mois, il n'y a pas un jour sans qu'il ne le fasse, parce qu'il s'est fixé cette règle de le faire tous les jours. Et il s'y tient. Ne filme pas quand je m'écroule, mais je m'écroule pas. 3 ans à l'Olympique de Marseille, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Il y a peu d'entraîneurs qui ont réussi à faire ça. Après, c'est une page qui se tournait. Il avait envie de se reposer également. Il avait envie de prendre un peu de recul. Puis ensuite, mais bien ensuite, il y a la proposition de l'équipe de France qui est arrivée. C'est le destin. Il est comme ça. On a l'impression peut-être de l'écrire ou d'y participer par rapport à des décisions qu'on peut être amené à prendre. Mais je pense que quand on prend ces décisions, elles font partie de notre destin. Je me dis que de toute façon, c'est peut-être une philosophie positive. Ça peut être différent, mais ça sera forcément bien. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Une mutinerie incompréhensible pour leurs supporters à 2 jours d'un match où les Bleus sont condamnés à l'exploit s'ils ne veulent pas être éliminés dès le premier tour de ce mondial. Pitoyable. Non, le mot est faible. La France tout entière se sent bleu, blanc, blues. Franchement, ils sont catastrophiques. Donc franchement, il faut faire le ménage, hein, je vous dis sincèrement. Mais le ménage à l'eau de Javel. Hein. Un départ sous les sifflets. Hier soir, les Bleus quittent la Coupe du Monde par la toute petite porte. Celle de l'avion qui les ramène, éliminés, à leur hôtel. Laurent Blanc entre enfin dans la Maison Bleue.
Mais le sélectionneur a pris les clés d'une demeure en ruine. Après la tempête sud-africaine, l'état des lieux n'est pas flatteur et le nouveau locataire ne fait pas le fier. Toutes les personnes me disent bon courage. J'ai l'impression d'aller un petit peu me suicider ou aller à la guillotine. Ça, c'est un poids, mais il a fallu... Lolo a ramé, j'ai ramé aussi. Et c'est logique, parce que là, c'est des images qui ont fait le tour du monde. Donc, à tous les niveaux, ça a été... maillot bleu, blanc, rouge, il est sacré. Hein. On aurait pu penser qu'après la Coupe du Monde, un nouveau sélectionneur puisse s'appuyer sur un noyau de joueurs. Après ce qui s'est passé, je pense que le noyau, c'est même pas le pépin de melon, quoi. En tant qu'ancien coéquipier très proche, ayant le même agent que Laurent Blanc, ses manœuvres pendant que Laurent Blanc était à la tête de l'équipe de France, beaucoup ont trouvé ça très moyen. C'est moi qui suis parti de l'équipe de France, je vous le dis. C'est moi qui ai dit au président de la Fédération française de football, j'arrête. Point. Une fois que j'avais dit ça, il est normal que le président choisisse un autre sélectionneur. C'était Didier. Il est arrivé dans un contexte assez particulier. Le football français était quand même en pleine crise, même s'il y a eu le passage de Laurent Blanc qui a été plutôt positif. Mais derrière, il y a tout le travail de Didier Deschamps et de son staff qui ont, étape par étape, ramené le football français au plus haut niveau. Quand Deschamps est arrivé en équipe de France, plus encore que les résultats, et pourtant le résultat c'est le truc le plus important pour lui, c'était redorer l'image de l'équipe de France. Un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Didier pour le remercier. Ouais. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'étais en colère contre l'équipe de France. Et toi, tu m'as appris à aimer de nouveau l'équipe de France. Et donc, je l'ai remercié parce qu'effectivement, c'est son travail qui a fait que beaucoup de personnes ont pu réapprendre à aimer l'équipe de France. Il est fort, il est fort. Talay, on va le trouver un peu trop calculateur. Mais bon, est-ce que c'est un défaut, ça aussi? Je crois pas. J'aurais mieux fait de l'avoir un peu plus souvent, ce défaut-là. Un défaut? Ah, tu vas bien en trouver un. Je sais pas. Oh, t'as du mal? Daniel, tu fatigues? Il est en train de m'aimer. Il commence à m'apprécier. Machiavélique? Machiavélique. Trop malin? Ah. Malin, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut en fait. Ah. Oh, ils sont torturés. Hein. Toute qualité peut être un défaut. Hein. Ouais. Je suis arrivé en sélection, j'étais un joueur à confirmer. Maintenant, je suis un joueur important et c'est grâce à lui. C'est quelqu'un qui transmet cette énergie qu'il a en lui, en nous, donc c'est que du positif. C'est quelqu'un qui sait parler à un groupe, c'est quelqu'un qui a des objectifs qui sont précis. Il sait où il veut aller, il sait comment il veut y aller. Je pense notamment au fait qu'il m'ait sélectionné alors que je jouais plus. Ça, c'est pour un joueur, vous savez pas ce que c'est un signal fort, extrêmement fort. C'est une marque de confiance qui vaut tout l'argent du monde. Tout. On se dit que voilà, quoi, le sélectionneur vous fait confiance et croit en vous. Et une fois qu'il avait fait ça, je crois que je pouvais, jusqu'à maintenant, je peux mourir pour lui sur le terrain. Arrêtez tout. Ils vont être champions du monde. Ah non, ils l'ont déjà été. Grâce à vous, j'ai pu mûrir en tant que joueur, bien sûr, et en tant qu'homme. Et je pense que ma reconnaissance sera éternelle. Ça fait plus de 9 ans qu'on travaille ensemble et je n'ai pas vu le temps passer. Fier de ce qu'est l'homme Didier Deschamps et de sa générosité. Ce qui fait ta grandeur, ce qui fait ta richesse d'homme, c'est que tu es quelqu'un de vrai. Merci pour l'inspiration d'humanité. Tu m'as chambré toute ma carrière en disant que j'avais 2 pieds gauches. Je veux que tu t'excuses. Je l'ai jamais vu danser, je sais pourquoi alors maintenant. Je sais pourquoi. Le coach, il faut qu'il y ait rien qui change. Comme ça, il a été champion du monde. Et voilà, faut continuer, faut rien changer. Je sais que tu m'en veux, mais je trouve que parfois, il n'y a pas de quoi. Pour blaguer, je dirais qu'il est basque. J'espère que tout continuera comme ça, c'est-à-dire que tu continueras autant à gagner et moi autant à pas être d'accord. Allegria, coach. Didier, je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Merci papa pour tout ce que j'ai vécu grâce à toi et tout ce qui nous reste de beau à vivre ensemble. T'es un champion.